sur Simplement Matrescence, le podcast où on parle de parentalité, mais toujours avec une petite touche de santé mentale et de bien-être. Mon nom, c'est Maude, je suis travailleuse sociale en santé mentale périnatale et je suis aussi une des cofondatrices de la clinique Matrescence. Donc, je vais vous en reparler un petit peu plus tard, mais tout d'abord, je vais vous expliquer c'est quoi l'épisode d'aujourd'hui. Donc, on a ciblé le thème qui nous semblait le plus intéressant, en fait, pour faire un premier épisode. Donc, évidemment, on a choisi de parler de la matrescence. Donc, la matrescence, en fait, c'est un terme qui n'est pas encore très connu, mais qui décrit vraiment bien la transformation identitaire qui se produit quand on devient parent. Donc, comme c'est le nom de notre balado, que c'est le nom aussi de notre clinique, ben c'est ça, je trouvais que c'était super logique là, d'utiliser ce terme-là pour en faire un premier épisode. La discussion d'aujourd'hui, je l'ai avec Audrey Clavet, qui est une ergothérapeute à la clinique Matrescence. Donc, je vais vous parler un petit peu plus tard de son parcours professionnel, mais ensemble, dans le cadre de cet épisode-là, on essaie vraiment de répondre à des questions qu'on entend vraiment souvent dans nos suivis individuels, de parents, de couples. Tu sais, des questions comme « Ah, mais pourquoi je me sens comme ça depuis que je suis devenue parent? » ou « Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Est-ce que je suis la seule ou le seul à vivre ça? Est-ce que je suis en train de me perdre dans ma parentalité? » Tu sais. Donc, je pense que on veut vraiment venir déconstruire ça. Puis en fait, en passant, je vous le dis tout de suite, mais tu sais, vous n'êtes pas seul. C'est vraiment quelque chose qui arrive à toutes les personnes qui deviennent parents. Puis c'est justement ça qu'on va parler ensemble. J'en profite aussi pour vous dire que dans la description de cet épisode-là, il y aura un lien cliquable que vous pouvez aller télécharger un outil en fait de réflexion. Donc c'est vraiment un outil papier, là, un petit PDF que vous allez pouvoir réfléchir en fait à votre matrescence. Donc, c'est très facile d'y accéder. Juste aller dans la description. Puis, à ne pas confondre, hein, parce que là, dans l'épisode, vous allez nous entendre parler d'un outil de réflexion qui fait référence à une tarte et à des pointes de tarte. Donc, ce n'est pas cet outil-là qui est en téléchargement, mais c'en est un autre. Donc, je voulais juste faire la petite précision pour pas que ce soit mêlant pour vous. Et juste avant de commencer l'épisode, votre écoute, en fait, je voulais prendre un temps pour vous parler de la clinique Matrescence. Donc, en fait, on est une clinique qui se dédie à la santé mentale des parents. Donc, les parents, mais c'est toute la période périnatale. Donc, on parle de la préconception. Ça veut dire toute la période où vous pensez, vous aimeriez devenir parent, jusqu'à la période après la naissance, donc jusqu'à temps que les enfants aient à peu près 5 ans. Donc, nous, on a vraiment des services aux parents. C'est des services qui sont offerts sous forme de consultation. Fait que c'est vraiment de la consultation individuelle, de couple ou de parents. On a parfois aussi des groupes de soutien qui démarrent, là, dépendamment de la saison. Puis, ces services-là sont offerts en présentiel selon les régions, mais en tout temps, en virtuel, à distance, partout au Québec. Donc, notre mission, c'est ça, de soutenir la santé mentale des parents. On veut offrir un accompagnement humain, bienveillant, évidemment sans jugement, puis avec une expertise en santé mentale périnatale. Pour prendre un rendez-vous avec une professionnelle, c'est assez simple. En fait, vous avez simplement à vous rendre au www.cliniquematrescence.ca. La prise de rendez-vous se fait en ligne vraiment facilement. Et si jamais vous hésitez là, parce que vous ne savez pas trop quel professionnel serait la meilleure personne pour vous accompagner dans ce que vous vivez puis que vous avez besoin de conseils, vous pouvez toujours nous écrire à info@cliniquematrescence.ca et c'est moi qui va vous répondre. Donc, ça va me faire plaisir là, de vous aider dans un choix de professionnel. Autrement, si vous n'avez pas besoin de consulter qui que ce soit pour le moment puis que c'est pas un besoin, bien, je vous invite quand même à venir nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, TikTok. On a aussi une chaîne YouTube. Donc, si vous voulez regarder cet épisode de podcast-là avec nos visages, bien, rendez-vous sur la chaîne YouTube que je vais mettre aussi dans la description comme lien cliquable. Et finalement, je vous jure que je vous laisse après ça aller à l'écoute de l'épisode. Mais si vous appréciez le contenu de l'épisode, que le podcast en général vous plaît, n'hésitez pas à aller vous abonner
au balado. N'hésitez pas non plus à les mettre des étoiles et même de commenter les épisodes. Pour nous, c'est vraiment, vraiment le fun quand vous le faites parce que ça nous permet de faire connaître le balado et ça nous permet aussi d'interagir avec vous et ça nous permet de savoir que vous êtes là et que vous écoutez les épisodes et que ça vous parle. Donc, merci beaucoup à toutes les personnes qui vont prendre le temps de faire cette petite action-là qui a un grand impact pour nous. Donc voilà, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite sincèrement une belle écoute. Allons-y! J'espère que vous avez aussi hâte que moi là, de plonger dans le thème d'aujourd'hui, qui est la matrescence. Puis en plus, on a vraiment une invitée parfaite pour venir parler de ce thème-là. J'ai vraiment hâte de vous la présenter. On va plonger au cœur de la matrescence là, avec Audrey Clavet, qui est une ergothérapeute à la clinique Matrescence. Donc, je vais me permettre en fait de la présenter avant de débuter notre entrevue. Donc, Audrey, elle a une expérience vraiment précieuse, comme je vous disais. Elle s'implique là, dans le domaine de la périnatalité depuis plus de 10 ans. Elle a d'abord évolué en soins palliatifs au CLSC avant de se consacrer là, aux familles, à l'accompagnement des familles. Audrey, elle est doula depuis 2015 et elle s'est aussi investie dans l'interruption de grossesse, dans plusieurs ressources en périnatalité et en allaitement et le mouvement pour l'autonomie à l'enfantement. Son engagement va au-delà de la pratique. Elle est présentement membre du conseil d'administration de la Maison de la famille. Elle termine aussi une maîtrise en sciences de la santé et sa recherche porte sur les co-occupations au centre de l'expérience de la matrescence, une étude exploratoire descriptive sur le vécu des transitions occupationnelles des nouvelles mères lactantes et allaitantes. Bref, on va vous en parler un peu plus en détail dans notre entrevue. Puis, elle a aussi collaboré à l'écriture d'un ouvrage clinique qui est vraiment destiné aux ergothérapeutes qui travaillent en périnatalité. Et en plus de tout ça, elle est maman de 4 enfants. Donc, vous comprendrez que c'est d'une richesse incroyable, son expérience, puis c'est ce qui va venir nourrir nos discussions aujourd'hui. Donc, bienvenue Audrey. Merci d'être avec Merci. nous. Hey, ça fait full plaisir. Merci, Maude. C'est un peu gênant d'entendre notre bio raconté comme ça, mais merci. Ça me fait plaisir. Bien, écoute, on pourrait peut-être commencer par ça. Dis-moi, Audrey, qu'est-ce qui t'a amené à te pencher sur le sujet de la matrescence, qui est quand même très spécifique, mais qu'on entend de plus en plus parler? Oui, c'est une bonne question. En fait, ça fait depuis que je suis devenue maman, donc depuis 2013, que je m'intéresse au devenir mère. Là, je vais dire devenir mère parce que je suis maman, donc devenir parent, mais plus spécifiquement à mon expérience, puis à voir comment on accompagnait les autres mères, les autres parents, puis avec les années, j'ai eu envie de pratiquer comme ergothérapeute dans ce domaine-là. Pour moi, ça faisait vraiment du sens, mais il n'y en avait pas vraiment qui travaillaient autour de la matrescence. Il y a des ergots qui travaillent en pédiatrie, là, en allaitement dans les hôpitaux, mais pas autour de la matrescence. Fait que j'ai regardé un peu les données probantes, les recherches, les résultats de recherche. J'ai vu que c'était un peu émergent dans certains pays. Il y en avait aux États-Unis, il y en avait un peu en Australie, dans d'autres pays aussi, Afrique du Sud, Brésil. Mais il n'y avait rien vraiment au Canada, puis je me sentais un peu imposteur de travailler avec cette clientèle-là. Je me suis dit, je vais aller l'étudier. Je vais aller créer un petit peu de connaissances. Je vais aller étudier les personnes qui deviennent parents pour mieux les comprendre dans un point de vue ergo. On pourra peut-être en reparler, mais dans une perspective occupationnelle, de leur routine, comment leur rôle change. Fait que c'est ça qui m'a intéressée puis qui m'a amenée à retourner aux études pour faire de la recherche. Tellement, tellement pertinent puis important parce que c'est vrai que quand on cherche sur ce qu'est la matrescence, bon, il y a différentes sources qu'on finit par trouver, mais c'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui, justement. On va définir c'est quoi la matrescence, puis je pense qu'on va mettre des mots sur le senti de plusieurs personnes. Puis c'est un peu ça l'objectif de l'épisode. On se rappelle de vous donner des termes pour vous permettre d'expliquer ce que vous vivez. Mais d'abord et avant tout, est-ce que tu peux nous parler de c'est quoi, en fait, la matrescence? C'est une bonne question. Donc, la matrescence, c'est une étape développementale. Donc, comme
on dit l'adolescence, par exemple. En fait, matrescence, ça vient de la contraction, là, du mélange des mots adolescence et maternité. Parce que, à ma connaissance, la première personne qui en a parlé dans les années 70 disait qu'il y avait quand même beaucoup de ressemblances entre l'adolescence et la maternité. Puis là, vous allez peut-être vous dire, ben, il me semble que c'est pas tout à fait la même chose. Mais en fait, c'est toutes les deux des phases développementales. Puis c'est toutes les deux un peu un rite de passage. L'adolescence, c'est un rite de passage entre la vie d'enfant puis la vie d'adulte. C'est aussi une phase de désorientation puis de réorientation. Pour l'adolescence, ça dure quand même plusieurs années. J'ai pas beaucoup lu. Je suis pas une experte de l'adolescence, mais il me semble que ça dure quand même plusieurs années. 5-6 ans au moins. La préadolescence commence de plus en plus tôt, mais ça, c'est un autre sujet. Fait que la matrescence aussi, c'est une phase qui amène une grande désorientation dans nos rôles, dans ce qu'on est, puis dans plusieurs autres sphères. Puis, tu sais, petite parenthèse, on entend parfois la matrescence comme étant quelque chose de difficile, de négatif, mais ça peut aussi être un processus qui est enrichissant. Puis, en fait, c'est ce que j'avais envie de parler aujourd'hui, c'est de le détricoter un peu pour comprendre ça implique quoi la matrescence, ça amène quoi comme côté positif, comme côté négatif, puis un peu dire « Ah, ben je me reconnais peut-être un peu plus là-dedans, ça me permet de mieux me comprendre. » Non, c'est clair, parce que quand on comprend mieux un concept, ça nous permet aussi, je pense, d'être un petit peu plus doux envers nous-mêmes, là, tu sais. Quand on comprend pas ce qui se passe, ben, on est peut-être un petit peu plus dans la culpabilité ou, tu sais, dans la recherche de sens, puis il y en a pas. Mais là, de mettre des mots là-dessus, je pense que ça va être vraiment pertinent, là. Oui, puis que ce soit une expérience qui soit positive et enrichissante, que ce soit une expérience qui est difficile, que ce soit un mélange des deux, si on trouve pas écho dans quelque chose, si on n'a pas l'impression d'appartenir, là, ben des fois, on se sent seul, puis on a l'impression d'être le seul au monde à le vivre comme on le vit. Fait que on va essayer d'aller plus en profondeur là-dedans, si ça te va, Maude. Yes, mais allons-y, dans le fond, tu sais. Là, tu as parlé, c'est ça, c'est comme une phase développementale, rite de passage, tout ça, mais qu'est-ce que ça comprend? Comme, c'est quoi, concrètement? Mais tu sais, encore, si je fais une petite comparaison avec l'adolescence, là, les personnes qui sont spécialisées en adolescence disent que c'est souvent un tiraillement, hein, entre la famille, puis une recherche identitaire de l'indépendance, des amitiés. On change notre focus, hein. En enfance, c'est beaucoup l'attachement, c'est beaucoup la source de sécurité qui est la famille. Puis l'adolescence, c'est ça, c'est comme un peu un tiraillement entre ces deux identités-là, si on veut. La matrescence, c'est un peu la même chose. C'est un tiraillement entre notre identité d'adulte, qui est déjà souvent formée. C'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des personnes qui peuvent avoir une grossesse, par exemple, à l'adolescence, mais souvent, les gens ont une identité déjà assez formée, des rôles, qui se sentent compétents. Fait qu'il y a ça d'un bord, puis de l'autre côté, les hormones, la grossesse, la dépendance du bébé, ça amène aussi un hyper-focus sur le bébé, puis ça amène un tiraillement entre les deux. OK. Puis le devenir parent, la matrescence, ça amène des changements dans beaucoup de sphères, comme l'adolescence. Puis c'est sûr que ces changements-là sont toujours influencés par une culture. Fait que ce que je vais parler là, c'est des choses qui se rapprochent peut-être plus de la culture nord-américaine ou québécoise, mais chaque culture a des changements. Chaque culture influence les changements. Ouais, c'est bon de le préciser, ça. Ouais. Fait que d'abord, il y a des changements au niveau physique. Qu'on soit la personne enceinte ou pas, mais c'est sûr que si on est enceinte, ben, il y a des changements physiques, clairement. On fabrique un bébé, on fabrique un organe, il y a des changements hormonaux aussi, même si on n'est pas enceinte. Par exemple, le deuxième parent a des changements hormonaux aussi avec l'arrivée du bébé. Il peut y avoir des blessures en lien avec l'accouchement, de la douleur, des blessures en lien avec l'allaitement. Donc, il y a beaucoup de changements au niveau physique. C'est peut-être le plus évident. Il y a aussi des changements au niveau psychologique. Donc, on peut parler des mécanismes de défense, notre personnalité peut changer aussi, il peut y avoir des impacts sur l'estime de soi, positif ou négatif, hein, en fait, de n'importe quel côté, là. Ça vient aussi avec un lot d'émotions, il peut y avoir aussi souvent un impact sur l'image de soi avec les changements physiques qui viennent avec la matrescence. Il peut y avoir des changements au niveau des fonctions cognitives. Allô, brain fog, ou le cerveau dans la brume qui vient des fois avec la maternité. Le mommy brain, c'est ça. Le brain fog, ouais, ça, c'est ça. Ça fait que des changements cognitifs, on a l'impression qu'on n'a plus de mémoire puis qu'on ne se souvient plus de rien. OK, attends, ça, c'est vraiment un changement, mettons, qui est prouvé scientifiquement, là? Oui. C'est comme hormonalement, ça fait en sorte qu'on a plus de perte de mémoire. Ouais.
Ouais, même pendant la grossesse. Ben, je sais pas si c'est des pertes de mémoire ou si c'est au niveau de l'attention. J'aurais tendance à dire que c'est plus au niveau, mettons, concentration, attention. Je pense pas qu'on perd des informations comme, mettons, des troubles cognitifs, là. Mais il y a quand même les hormones amènent un impact au niveau du cerveau, là. OK. Ouais. Bon, OK. Puis même en postpartum, c'est encore le cas parce que nos hormones sont encore débalancées dans un balancement différent pour un certain temps. Bon point. Ensuite, il y a des changements aussi au niveau social. On a un nouveau rôle. Devenir parent, c'est un nouveau rôle dans la société qui vient avec des avantages ou des droits dans notre société. Dans certaines cultures, la femme devient une adulte seulement quand elle est mère ou quand elle est mère d'un garçon. Fait que c'est des choses qui fait que ta posture ou ta position dans la société change. Ici, plus près de nous au Québec, souvent, c'est la perte d'un rôle productif aussi. Souvent, les gens travaillaient, puis là, ils perdent ce rôle-là qui peut être important. Soit le rôle est apprécié, ou bien l'apport d'argent aussi, ça a un impact sur nos autres rôles. Il peut y avoir aussi, souvent, avec la matrescence, il y a aussi une réévaluation des relations qu'on a avec les autres au niveau de la société. Que ce soit nos amis, la famille, des fois, ça peut renforcer des liens avec des personnes. Des fois, ça peut créer des liens aussi avec des gens qu'on n'avait pas tant d'affinité. Puis maintenant qu'on est parents, on se découvre des affinités avec certaines personnes. Et à l'inverse aussi, des fois, notre sphère sociale d'avant, finalement, on a changé comme personne, fait que ça fit moins bien, si je peux dire. Là. Fait qu'il peut y avoir il y a souvent beaucoup de changements au niveau des relations sociales. Là. Je sais pas si c'est toi quelque chose que tu vois aussi dans les gens que tu accompagnes au travers de la matrescence, là. Oui, ben quand même, tu sais, puis c'est plutôt la désorientation aussi qui fait peur là, à ces personnes-là qui viennent me voir plus en consultation parce que tu es habitué d'avoir un certain cercle d'amis, par exemple, puis là, il y a quelque chose qui change, là, tu sais, c'est soit on découvre des nouvelles personnes avec qui ça fait un peu mieux ou on est dans la même phase de vie, mais au contraire, c'est ça, tu sais, ça amène beaucoup de chamboulements, là, en général, mais ça crée de la détresse aussi. Moi, c'est surtout ce que je vois Oui, en clinique, là. oui. Oui, c'est vrai que ça peut amener une certaine détresse parce c'est ça, ça amène beaucoup de changements. Oui, puis il y en a d'autres pour qui, puis je tiens important de le dire, mais il y en a d'autres pour qui ils font des super belles découvertes aussi d'amitié. Oui, c'est ça. Ouais, C'est que ça peut créer vraiment un nouveau cercle, des nouvelles connexions. absolument. Oui, oui, oui. Ouais. Ouais. Fait que là, à date, on a parlé de la matrescence avec ses changements physiques, ses changements psychologiques, cognitifs, émotifs. Là, je les mets dans le même Mhm. panier pour le podcast aujourd'hui. On a parlé des changements sociaux. Il peut y avoir aussi des changements spirituels. Ah. Puis là, je parle de spirituel au sens large. Fait que ça peut amener une crise de sens. Des fois, il y a des vécus autour de l'accouchement, autour de l'enfantement, autour du devenir parent, tout dépendant comment vous êtes devenu parent. Ça peut amener une crise identitaire, mais une crise spirituelle aussi, une recherche de sens, de je suis qui moi, puis pourquoi ça m'est arrivé. Fait que ça arrive quand même souvent. Avec ça, il peut venir des questionnements existentiels, puis il peut y avoir aussi une augmentation ou une diminution des croyances spirituelles ou religieuses. Il peut y avoir aussi un rapprochement ou un éloignement de la communauté spirituelle à laquelle on appartient. Fait que c'est des choses qui peuvent arriver quand même autour du Hmm. devenir mère. Hmm. Et la dernière catégorie dont je voulais parler, c'est tout ce qui est routine, occupation et rôle. Puis là, je vais mettre mon chapeau d'ergo. Mais si vous êtes parent, vous avez probablement remarqué que vos routines ont changé de manière très importante. Ouais. La place à chacune des activités, j'appelle ça des occupations des fois, là, je vais essayer de ne pas utiliser ce mot-là, mais pour que vous compreniez, une occupation, une activité, ça peut se ressembler. C'est les choses qu'on fait dans notre vie puis qui ont du sens pour nous. Fait que souvent, Hmm. admettons que j'aimais beaucoup faire de l'escalade, il est possible que pour quelques mois, quelques années, pour quelques mois, peut-être que je pourrais pas en faire, puis peut-être que pour quelques années, je vais devoir le faire différemment. Hmm. Donc, ça amène beaucoup de changements, puis ce nouveau rôle-là qu'on ajoute, le rôle de mère ou de père, il impacte les autres rôles. Il impacte le rôle de travailleur, comment on fait notre rôle de travailleur. Il impacte aussi notre rôle d'ami, de conjointe, conjoint, et notre rôle de citoyen et comment on fait ces rôles-là aussi. Parce que chacun de ces rôles-là ont des routines aussi et ont des manières qu'on fait nos occupations. Fait que ça amène un déséquilibre assez majeur dans la très grande partie de nos sphères de vie. Hmm. J'avais déjà lu une autrice qui disait que
quand la femme devient une mère, elle passe de l'état d'adulte compétent à l'état d'adulte incompétent. Parce que ça débalance tellement tous les rôles puis les sphères de notre vie qu'on se sent même, non seulement des fois, c'est quelque chose que j'entends souvent, là, se sent incompétent dans le rôle de mère, mais ça rend aussi un effet de sentiment d'incompétence des fois dans les autres rôles aussi. Ouais, ouais. Ouais, je peux comprendre. Ben, c'est parce que, tu sais, aussi, tu as moins de temps, un peu, tu sais, pour ces Oui, autres sphères-là. Fait oui, que c'est sûr que si tu investis moins de temps, puis, je veux dire, la qualité est un peu différente, la disponibilité, fait que c'est sûr que ça peut amener un sentiment d'incompétence, là, absolument. ouais, c'est ça. Fait que, si on, à la lumière de tout ça, là, il n'y a pas beaucoup d'autres transitions majeures dans la vie qui amènent autant de changements. Ah non, hein? Il y en a d'autres transitions majeures, là. Je pense à tu sais, un déménagement, c'est une transition qui est majeure. On change de région surtout. Tu sais, divorce, perte d'emploi, décès. Ce sont des transitions de vie qui amènent beaucoup de changements. Mais c'est quand même majeur quand on y pense, la matrescence. Puis ça, mettons, Audrey, c'est que ça arrive à toutes les personnes qui deviennent parents. Donc là, on comprend, tu sais, matrescence, ça le dit, là, tu sais, maternité, adolescence, on comprend qu'on parle plus des femmes en général. Ouais, Mais ça arrive-tu aussi chez les pères, tu sais, comme... ouais, c'est une bonne question. En fait, c'est ça. Le terme matrescence a été décrit par Dana Raphael en 1975. Puis c'est sûr que même si son livre est encore très pertinent, je l'ai, c'est une petite bible pour moi que j'aime beaucoup, elle a amené beaucoup de choses très intéressantes. Par exemple, mini parenthèse, quand elle parle de l'allaitement, elle dit ça suffit d'étudier l'allaitement juste avec la dyade parent-bébé, parce que pour que la mère puisse allaiter, ça prend un père qui soutient, qui prépare à manger, ça prend une communauté qui la soutient, ça prend... Fait que déjà, je trouvais qu'elle était quand même avant-gardiste pour 1975. Mais c'est sûr que c'était une perspective très binaire de la famille, très cis, Ouais. hétéro, binaire, maman, papa. Il y avait pas, dans son livre, il n'y a pas vraiment de perspective autre. Mais elle disait quand même, à cette époque-là, la patrescence existe, mais il faut l'étudier. Parce que c'était pas ça son champ d'étude à elle. C'est une anthropologue. Elle dit la patrescence existe, mais elle doit être clairement différente, il faudrait l'étudier. Et j'ai fouillé, j'ai pas trouvé beaucoup d'études qui décrivent la patrescence. Puis encore là, on va un peu plus loin, c'est pas juste les familles de nos jours, là, on le sait, hein, que c'est pas juste papa-maman. Ouais. Il y a des personnes non-binaires, il y a des familles homoparentales, il peut y avoir de la gestation pour autrui, il peut y avoir des troubles parentaux, il peut y avoir de la famille d'accueil. C'est toutes des façons multiples de devenir parent, puis même le mot mère-père, certains parents ne s'y associent pas. Ouais. Fait que je pense que ça serait intéressant plus largement d'étudier la parentescence, donc le devenir parent, l'étape développementale du devenir parent. Puis même deux personnes qui s'identifient comme mères pour avoir des parcours différents. Là. Si on pense à une mère qui a passé par la grossesse et l'accouchement, une autre qui a passé par être famille d'accueil ou l'adoption, la gestation pour autrui, c'est des processus développementaux qui sont différents, qui ont des longueurs différentes aussi. Fait que ça serait intéressant de l'étudier sous tous les coutures pour pouvoir mieux le comprendre. Ah, c'est vraiment intéressant parce que c'est comme si tout le monde traverse cette période de crise identitaire-là, Ouais. mais elle se présente différemment, dépendamment de qui on est, puis de ce qui nous entoure, de notre environnement, de notre couple, de nos relations. Fait que c'est vraiment fascinant, là. C'est hot. Ouais. Puis c'est sûr que ce qui est le plus étudié, c'est le... J'aime pas dire la famille. Je vais essayer de pas dire de mots que je veux pas dire. Mais ce qu'on étudie le plus souvent, c'est ce qui est la famille très binaire, là, très... cis, comme je disais, cis hétéro, binaire, maman, papa, mais j'ai pas trouvé beaucoup d'études sur la matrescence avec des familles avec d'autres types de familles, là. Ouais. Mais tu sais, déjà, si à la base, tu disais qu'il n'y avait pas beaucoup de littérature en lien avec la matrescence, ben on peut s'attendre à ce qu'il n'y en ait pas non plus pour tout ce qui est les termes que tu viens de nommer, là, dans le sens qu'il y a tellement de diversité qu'on ne peut pas tout étudier en même temps, mais comme clairement c'est un manque, puis il va falloir qu'il y en ait de la recherche par rapport à ça. C'est un peu ça aussi, là. Ouais. Puis ça va être ma petite côté éditorial, que la recherche s'intéresse aux gens qui le vivent, hein, aussi. Ça peut paraître peut-être évident, mais beaucoup de recherches, des fois en sciences de la santé, est faite sur la perspective des cliniciens, sur la perspective des personnes qui les accompagnent. Mais moi, je trouve que ça serait important qu'on écoute les gens qui vivent ces transitions-là, puis qu'on leur donne une voix, parce que les savoirs les savoirs expérientiels, là, le vécu, ce que la personne vit, c'est important, parce que c'est eux autres c'est la meilleure personne pour savoir, pour décrire ce qu'elle a vécu, c'est la personne qui l'a vécu.
Mm. Fait que j'espère que les recherches vont s'intéresser à ça. Absolument. Ben, on le souhaite. Fait que si vous êtes quelqu'un qui entendait ça, vous êtes chercheur ou vous le vivez vous-même puis vous êtes dans le domaine de la recherche, pourquoi pas? Ça serait un beau Pourquoi pas? sujet de recherche. Voilà. Donc, Audrey, ce principe-là, on va continuer quand même avec le terme de la matrescence, mais tu sais, ça dure combien de temps? Y a-tu vraiment un temps donné précis ou pas du tout, tu sais? Ouais, ben la nature particulière aussi de la matrescence que j'ai pas nommée, c'est que, ben en fait, dans les résultats de ma recherche, qu'est-ce qui ressortait beaucoup, c'est que la matrescence est beaucoup imbriquée avec, euh, en fait, la co-occupation est au centre de la matrescence. Puis là, je vais expliquer ce que je veux dire. La co-occupation, pour moi, c'est quand on est deux personnes en relation dans une activité. Fait qu'on pourrait avoir un but commun, une intention commune, une communication commune. Par exemple, en ce moment, on tourne un podcast. La façon que toi, tu me poses des questions influence comment moi, je vais parler du sujet, etc. Fait qu'on est en co-occupation. Et quand on devient parent, donc la matrescence, c'est beaucoup de co-occupation avec bébé. Hein? Ouais. Puis bébé, c'est un être qui est en développement. Ses besoins changent continuellement. C'est pas la même chose d'être le parent d'un bébé de 1 semaine, puis d'être le parent d'un bébé de 3 mois, ou de 18 mois, ou de 5 ans, etc. Fait que la matrescence, c'est un processus développemental qui est comme en constant changement. C'est toujours en évolution. Fait que ça finit pas, ou en tout cas, peu. Tu sais, la période périnatale, là, quand on regarde les lignes directrices québécoises en périnatalité, je sais qu'ils disent que la période périnatale commence de l'idée d'avoir un bébé, donc avant même d'être enceinte ou enceinte. Puis ça va jusqu'à... Là, j'ai oublié d'aller vérifier, mais il me semble dans ma tête que c'est 18 mois, qu'on ne me lance pas de roche si c'est pas ça, mais je crois que la politique québécoise dit que la période périnatale finit à 18 mois. Mais Dana Raphael, dans son livre, elle disait que ça commence dès les premières expériences de caring ou de prendre soin. Donc, par exemple, un enfant, souvent les petites filles et les petits garçons sont pas socialisés de la même façon, mais de plus en plus, les garçons aussi prennent soin de des poupées, de des toutous, de la fratrie, de la Delphi, là, avec les sœurs et les frères. Prendre soin d'un animal de compagnie, par exemple, c'est toutes des expériences de caring, de prendre soin de quelqu'un. Fait que la matrescence commencerait dès là, puis se finit quand notre rôle de maternage cesse de se transformer. Fait que, tu sais, selon ce que j'en comprends, c'est que c'est même après de devenir peut-être grand-parent, parce que être le parent d'un parent, c'est pas le même rôle que d'être le parent d'un adulte, tout simplement. Fait que le rôle de mère ou le rôle de parent, plus largement, ben, évolue constamment. Fait que la matrescence, ça dure longtemps. On peut-tu dire, Audrey, que c'est un processus toute la vie, tu sais, mais qui a un pic ou pas une crise, mais qui a un pic d'intensité vraiment au moment où il y a la grossesse, ou au moment où on veut devenir parent. Puis, tu sais, moi, je trouve ça important aussi la préconception, parce que, tu sais, je veux dire, cet imaginaire-là, il existe déjà. Fait que, tu sais, quand les gens vivent, par exemple, l'infertilité ou qui traversent des deuils périnataux, ça reste qu'il y a quand même une transformation qui est là, il y a quand même une crise qui est là, une recherche de sens, là. Fait que, qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, puis tu sais, tu parles de la préconception, qu'on parlait tantôt des changements physiques, psychologiques, sociaux, identitaires, spirituels, tout ça change en préconception aussi, là. Si les gens ont des difficultés à concevoir ou si ils ont un parcours en fertilité, ben ils deviennent, tu sais, c'est une identité, ça aussi. Ah ouais. Ça peut venir avec une crise identitaire, ça vient avec, s'ils vont dans un parcours en fertilité, ça peut venir avec des changements hormonaux, des changements physiques. Il y a clairement un vécu émotionnel et psychologique qui va avec ça. Il peut y avoir un vécu spirituel. Fait que oui, ça arrive à plusieurs étapes. Et oui, il y a des moments où est-ce que c'est plus accéléré comme changement, je vais dire, où c'est plus rapide, où c'est plus majeur, comme à l'arrivée du bébé. C'est souvent majeur. S'il y a la perte aussi d'un bébé, s'il y a une morte-naissance ou un deuil périnatal, ça aussi, ça amène son lot de changements. Puis là, après ça, aux différentes étapes développementales du bébé aussi, ou quand le parent retourne au travail, ça amène aussi beaucoup de changements. Quand il y a une deuxième grossesse, je pense pas qu'on peut pas dire que, ben, selon ce que j'en comprends, là, on vit pas plusieurs matrescences, dans le fond, mais ces changements-là vont s'accélérer. C'est pas la même chose d'être le parent d'un enfant puis d'être le parent de 6 enfants. Fait que
à chaque fois, il y a comme une accélération des changements, puis notre identité change encore, là. D'être, admettons aussi qu'on devient le parent d'un enfant qui a des besoins médicaux particuliers ou des besoins ou qu'il arrive quelque chose à notre enfant, ben on devient le parent d'un enfant avec des besoins particuliers. C'est aussi quelque chose de différent. Mais Ça je trouve fait-tu ça du sens, ouais? Oui, ben je trouve ça intéressant. En fait, moi, on dirait que je vois ça comme un continuum, dans le sens que on prend contact doucement avec ce concept-là. Puis c'est sûr qu'au moment de plus devenir parent, quand ce rôle-là arrive de façon plus concrète, ben c'est là que c'est intense. Mhm. Puis quand on ajoute des enfants dans la famille, ben ce processus-là revient un peu en intensité. Puis c'est sûr qu'on découvre, je pense qu'on découvre à chaque fois des choses nouvelles sur nous. Il y a des choses qui changent. Fait que c'est comme, je trouve ça intéressant de me dire, ben c'est pas un concept qui repart de zéro à chaque fois, puis que la matrescence, on la vit back à back, puis on les accumule. Non, ça en est une seule qui évolue avec le temps, puis qui se transforme, puis qui continue, tu sais, de faire son chemin dans notre vie. Finalement, je trouve ça beau. Ouais. Ouais. Puis tu sais, mon point de vue, mon grain de sel ergothérapeute là-dedans, c'est qu'aussi à toutes ces étapes-là, il y a des changements de nos routines qui peuvent être plus ou moins majeurs, là. Tu sais, je reprends l'exemple de la fertilité. Il y a des occupations, il y a des activités, ou il y a des tâches qui peuvent venir avec la fertilité. Ça change nos routines. Il y a des moments précis dans la journée ou dans la semaine où est-ce que ces tâches-là ou ces activités-là peuvent être faites. Devenir parent, clairement, j'en ai parlé, il y a beaucoup de changements dans la routine. Ça vient aussi avec des défis dans les soins avec bébé. Tu sais, si admettons, on a une mastite, si on a une difficulté d'allaitement, s'il y a des difficultés en lien avec le sommeil, si l'enfant est malade, ça impacte encore nos routines de façon majeure, là. Ouais. Le reflux, tu sais, je pense au reflux, Oui, tu sais, oui, n'importe quoi qui peut faire en sorte que, ouf, tu sais, c'est pas un ouais, petit parcours linéaire, là, ouais. comme on s'était imaginé, là. Souvent, les gens qui me parlent de leur parcours d'allaitement, parce que j'ai fait mon étude à partir de l'allaitement comme co-occupation, il y a souvent, pour les mamans avec qui ça a fait du sens, puis là, je dis maman parce que les personnes s'identifiaient comme maman dans mon étude, là. Euh, mais souvent, ils me nomment une phrase anodine qu'un professionnel de la santé leur a nommé du genre « Ben là, tu manques de lait ou ton bébé prend pas assez de poids. » Puis c'est comme un effet d'une bombe là, dans leur routine, dans leur sentiment de compétence, dans leur capacité à observer le bébé, tu sais, ça a un impact énorme, là. Mais ça arrive pas à tout le monde, ça arrive pas toujours au même moment dans le parcours. Fait que chacun a sa propre matrescence aussi. Je trouvais ça intéressant de le nommer, là. Le parcours de chaque personne est différent, mais il y a beaucoup de points communs quand Hmm. même. Ouais. Puis justement, si on avait à ressortir un peu, tu sais, quand on entend parler de la matrescence, il y a des fois, on entend un discours qui est peut-être un peu plus, je voudrais pas dire négatif, mais qu'on parle davantage des défis de cette transition-là. Puis il y a des fois où on parle aussi des beaux côtés, en fait, de la matrescence. J'aimerais ça t'entendre parler justement de... Peut-être qu'on pourrait commencer avec les défis, tu sais, qu'on entend le plus avec cette transition-là, comme qu'est-ce qui est associé à la matrescence comme étant complexe? C'est une très bonne question. Euh, Instinctivement, je pense on dirait que je pense aux vidéos, je ne sais pas si tu l'as déjà vu, la vidéo d'Alexandra Sachs. Elle avait un TED Talk sur la matrescence en 2018, si je ne me trompe pas. C'est une psychiatre américaine, mais en tout cas, ça se trouve facilement sur Internet. Si ça vous intéresse, ça dure 5-6 minutes, si je ne me On trompe pourra le pas. mettre le lien en Ouais, bio aussi. c'est bon, excellent. Donc, elle, ce qu'elle disait, c'est que souvent, les mères disent que c'est naturel et inné de devenir parent. Que donc, ça ne devrait pas être difficile, ça ne devrait pas amener un vécu émotif. Si j'ai des émotions négatives face à ma maternité ou face à mon vécu avec mon enfant, c'est clairement que je suis pas normale, que c'est pathologique, que je suis probablement en dépression. Fait qu'elle elle disait que les émotions négatives peuvent côtoyer des émotions plus positives. Il peut y avoir de l'ambivalence face à notre rôle de mère ou d'un sentiment de se sentir moins compétent et de l'amour aussi. On peut être content d'être la mère ou le père de cet enfant-là, mais se remettre en question sur nos choix, sur notre sentiment de compétence, etc. C'est pas inné devenir mère. C'est pas Mhm. naturel. C'est pas censé être euh, je veux dire, facile et coulé de soi. C'est tout qu'un changement, c'est beaucoup d'apprentissage en même temps. Alors, elle recommande d'ailleurs aux gens d'en parler. Elle dit, parlez-en de votre vécu, qu'il soit positif, qu'il soit négatif, qu'il soit difficile, qu'il soit les deux, peu importe, mais pour que les gens puissent se sentir moins seuls, il faut en parler. C'est vraiment un bon point.
Tu sais, justement, que le fait que souvent on va penser que c'est naturel, hein, que c'est inné devenir parent. Moi, ce que je vois beaucoup aussi en clinique, si tu me permets, Audrey, c'est aussi une grande lutte contre cette nouvelle identité-là, ou en fait, pas une nouvelle identité, parce que là, ce qu'on vient de comprendre, c'est que c'est quand même quelque chose qui est en transformation, qui est en évolution, en adaptation, mais moi, ce que je vois en clinique, les femmes qui viennent me voir, ou, tu sais, les hommes, c'est qu'il y a comme une espèce d'effort, là, à essayer de retourner à ce qu'ils connaissaient d'avant, de eux, de leur relation. Tu sais, c'est comme si les attentes sont encore les mêmes, alors que la réalité est plus vraiment la même. Ouais. Puis, je dirais même que, tu sais, cette lutte-là est tellement forte que souvent, les personnes vont se sentir incompétents, justement, dans ce qu'ils font, parce qu'ils se disent, mais je suis plus capable d'être telle amie, je suis plus capable d'être telle conjointe, je suis plus capable d'être équilibrée, d'avoir du temps pour moi, je dois faire quelque Ouais. chose de pas correct. Il faut que je travaille encore plus fort pour être capable de mettre ça en place, alors qu'au final, tu sais, c'est pas tout à fait ça. Tu sais, on oublie que le concept de la matrescence, fait que, tu sais, ça, je trouve aussi que c'est une grande pression que les gens se mettent. Oui. Puis ça fait écho un peu avec ce que je disais tantôt, là, que j'avais abordé vraiment rapidement, là, cette espèce de tiraillement qui existe là, quand on devient parent entre nos identités antérieures, notre identité ou nos rôles qui étaient très importants, qui étaient antérieurs à, on va dire quand même, grossesse, accouchement, arrivement du bébé, là, ouais, l'arrivée du bébé. Euh, Puis les soins au bébé qui sont quand même exigeants. Là. Au début, hein, un Mhm. bébé, premiers mois, premières années, ça demande beaucoup de soins, beaucoup de temps. Puis c'est ça, il en découle souvent un sentiment d'incompétence parce que tout se rééquilibre, mais ça prend du temps avant que ça se rééquilibre. Hein. Fait qu'à un moment donné, on revient à se sentir compétent, puis souvent ça passe par... Ça arrive souvent que ça passe par une phase d'incompétence. Moi, je vois souvent que les gens qui viennent me voir veulent être compétents, pas juste compétents, là, mais ils veulent performer leur rôle de parent. Ils veulent être le meilleur parent possible. Puis même si je le comprends, là, puis c'est très louable de vouloir être le meilleur parent puis de donner le meilleur de nous à notre enfant, mais je pense il y a quand même une différence entre... Il y a une différence au niveau des attentes entre être le meilleur que je peux pour mon enfant, puis être le meilleur parent, puis d'être performé, puis être hyper compétent comme parent. C'est comme si les gens ils voulaient performer tout leur rôle, dont le rôle de parent, comme ils performaient leur rôle d'avant. On peut pas être le même travailleur qu'on était avant d'être parent lorsqu'on devient parent. Ça se peut pas. C'est On pas peut pas. réaliste. C'est pas. C'est Ben, comme. on peut s'épuiser facilement là, dans Oui, cette oui, c'est ça. recherche-là. Là. C'est pour ça que je disais qu'il y a comme une espèce de lutte tantôt, tu sais, dans la nouveauté, puis une recherche, puis un effort démesuré à retrouver ce qui était avant. Là, fait que ça fait beaucoup de sens. C'est comme deux points qui sont liés. Oui, mais tu sais, juste en termes de temps, là, le temps qu'on passe à prendre soin de notre enfant, on fait plus que 40 heures semaine de parents dans notre semaine. Là. Le nombre de fois qu'on se lève la nuit, puis c'est pas parce que l'enfant a 18 mois qu'il arrête de se lever la nuit, ça continue. Ça peut continuer longtemps. Fait que le nombre de fois qu'on se lève, la quantité de sommeil, moi je dis souvent que le temps, c'est une ressource, l'énergie aussi, c'est une ressource. Fait que ça se peut, si tu dépenses beaucoup de ton énergie à être parent, ben il y en a moins pour le travail, puis il y en a moins pour être l'ami de, ou être la conjointe ou le conjoint d'être le partenaire, d'être, etc. Tu comprends ce que je veux dire, là? Le temps et l'énergie sont des ressources sont balancées différemment. Mhm. Mettons qu'on se dirait qu'on a le même temps et la même énergie qu'avant, ça sera pas réparti de façon... Il y a un nouveau rôle à accomplir, là. Il peut pas être réparti de la même façon que ce qu'on faisait avant. Non, c'est clair. Mais j'espère vraiment sincèrement, là, Audrey, que les gens qui nous écoutent en ce moment euh, vont être capables de se sentir moins seuls dans ce qu'ils vivent en ce moment. Que moi, ce que j'ai vraiment envie que vous reteniez aussi de cet épisode-là, c'est que ce que vous traversez comme sensation, comme émotion, comme senti, comme peut-être même impression d'imposteur dans son propre corps, ben, Mhm. c'est pas anormal. Tu sais, vous n'êtes pas défectueux, vous n'êtes pas malade, vous n'êtes pas anormal. Il y a comme un processus qui est tout à fait normal. Puis j'espère vraiment que le fait de vous avoir d'expliquer c'était quoi la matrescence avec les précisions qu'on vient d'apporter aussi sur les mythes hein, qui sont souvent associés au rôle de parent, j'espère que vous allez être capable de faire le pont entre les deux puis de vous dire
OK, c'est ça qui se passe. Tu sais, c'est ça que je traverse en ce moment. Puis, OK, c'est un processus qui est normal. Mais ça, pour moi, c'est important quand même que vous le reteniez. Ouais, ouais, vraiment. Puis j'aurais envie de dire aussi les papas, là, tu sais, parce que je pense aussi qu'il y a un mythe, tu sais, par rapport plus au... Ben, pas un mythe, mais que cette transformation-là, on l'abordait un petit peu au début, mais on pense que c'est plus les mères qui vont le vivre, mais alors que c'est pas ça pantoute, là. C'est vrai, puis c'est probablement eh, je dirais pas un risque, là, ou en tout cas, je vais expliquer ce que je veux dire par là. C'est un risque depuis qu'on utilise le mot matrescence, ça peut peut-être invisibiliser le vécu des parents non-binaires qui s'associent pas d'abord au mot mère, des pères aussi, comme si la seule personne qui vit une transformation, c'est la personne qui souvent porte l'enfant et la couche et l'allaite, mais c'est pas vrai, les pères aussi vivent une transformation. Puis, je pense que de génération en génération, en ce moment, on voit vraiment quand même une grande transformation du rôle de père, là. Le Mhm. rôle de mère aussi, mais les pères de... Puis là, je suis pas un papa, fait que je parle à travers mon chapeau, mais je pense que les pères actuels n'ont pas eu nécessairement des modèles parentaux qui sont pareils là, que Mhm. ce qui existe actuellement. Fait que c'est une crise identitaire aussi qui a comme pas de repère. Puis vu que c'est pas étudié, c'est pas parlé, on parle pas de la patrescence, on parle pas de la parentescence, ben ça peut un peu invalider le vécu que les pères ressentent aussi. Eux autres aussi ont des changements physiques et hormonaux, comme je disais, des changements sociaux, spirituels, psychologiques. Des fois, je parle de valise parentale, là, le modèle qu'ils ont eu, est-ce qu'ils veulent, ils veulent se reproduire ou pas? C'est quoi pour eux être un père? C'est quoi l'autorité? C'est quoi la bienveillance? C'est toute une transition qu'ils vivent aussi, mais qu'on nomme pas. Ben, j'en profiterais peut-être, Audrey, pour parler justement d'une ressource qui est vraiment chouette pour les pères là, qui veulent avoir peut-être une référence, tu sais, là. C'est deux papas, en fait, qui ont démarré Nouveau Père, ça s'appelle. Donc, il y a une page Facebook, il y a une page Instagram là, qui parle de paternité. Puis, c'est vraiment chouette parce qu'ils ont fait un livre qui s'appelle Papa, lève-toi. Puis, dans ce livre-là, il aborde toutes sortes d'éléments là, de la transformation de devenir père. C'est vraiment chouette. Là. Il parle vraiment de la préconception là, jusqu'à l'étape des tout petits. Puis, ce livre-là, en fait, pour ceux qui n'aiment pas lire, admettons, c'est quand même disponible gratuitement en version audio, qui est super chouette à écouter, super interactif. Là, donc, je vous recommande grandement la référence. Très bonne idée. C'est vraiment chouette comme ressource. Ouais, ouais. Ben ça vient, c'est ça. Je pense qu'on parle pas de la même façon au père qu'on parle aux mères. Ouais, Puis je trouve ça chouette que ça soit fait par des papas, justement, oui. pour parler de la paternité, là. Puis tu sais, quand je dis qu'on parle pas de patrescence, c'est sûr que moi, là, c'est avec mon background de recherche, je parle dans les données probantes, dans les données scientifiques, entre guillemets, mais c'est chouette que ça parte des savoirs des personnes. Ça Mhm, revient à ce que je disais tantôt, là. mhm. Plus on va en parler, plus on va pouvoir voir qu'il y a une pertinence, puis de plus en plus, des connaissances scientifiques aussi qui sont créées, mais là, il y a déjà des tonnes et des tonnes de connaissances expérientielles, de gens qui le vivent, puis qui en parlent. Puis, genre, tu sais, dans le fond, je fais un autre bout de chemin sur ce que j'ai dit plus tôt. Je disais que, contrairement à ce qu'on pense, devenir mère, c'est pas naturel et inné, mais devenir père non plus, là. Puis, pour légitimiser le vécu de toutes les personnes, ben, c'est chouette que les pères en parlent aussi. En parlez-en entre amis, pères, entre parents, de votre vécu aussi. C'est pas parce que vous avez pas été enceinte, parce que vous avez pas allaité, vous avez pas accouché, que ben, il y a des pères qui peuvent accoucher, mais la plupart des pères n'ont pas accouché. C'est pas parce que vous n'avez pas passé par là que vous n'avez pas un vécu qui est valable aussi d'en parler. Là. Mhm. Non, absolument, absolument. Mais tu sais, je pense que si ça vaut pour la période de la matrescence, ça peut valoir aussi pour la période de la patrescence, c'est justement de parler entre nous, nommer les vraies choses. Puis tu sais, là, c'est ça, on vient de parler peut-être plus, pas nécessairement des revers, mais tu sais, pourquoi ça mène une si grande désorientation, puis ce que les gens peuvent vivre, puis tu sais, dans les côtés comme plus sombres, je dirais. Mais ça arrive quand même régulièrement qu'il y a des personnes qui vont vivre ça comme étant une transformation vraiment, vraiment super, vraiment révélatrice dans leur vie, le fait de devenir parent. Puis tu sais, je pense entre autres à une situation là que une femme
peut trouver un énorme sens, en fait, dans sa vie, dans le fait de devenir mère, tu sais, comme quoi ça vient apporter des bombes sur des choses qu'elle peut déjà avoir vécues, ça lui donne un sens à sa vie, ça l'amène à prendre action, à revoir ses loisirs, à mettre ses limites, apprendre à mieux se connaître. Fait que, tu sais, je pense que ça aussi, c'est important de le nommer parce que c'est que je trouve que c'est pas juste négatif, tu sais, la Non, matrescence. ouais. T'as vraiment raison. Puis j'aime comment tu l'apportes parce que tu dis, il y en a des mères qui peuvent le vivre comme ça. Puis tu sais, on a déjà peut-être eu le discours inverse de dire que le seul sens à la vie d'une femme, c'est de porter un enfant et que devenir mère va être la plus belle chose de leur vie. Mais il y en a pour qui que ça sera pas vrai. Tu sais. Mhm. Mais il y en a pour qui que ça va l'être. Puis malgré les difficultés, malgré tous les changements ou grâce aux changements dans toutes les sphères de leur vie, ça Mhm. leur permet de faire comme une coupure par rapport à la vie d'avant, puis de se questionner. Il peut y avoir de l'introspection qui vient avec aussi de dire, je suis qui moi, je veux aller où, qu'est-ce que je veux léguer à mon enfant, qu'est-ce que j'ai envie de reproduire que mes parents m'ont légué, qu'est-ce que j'ai pas envie de reproduire aussi, qu'est-ce que j'observe autour de moi puis qui fait du sens pour moi. Puis il peut y avoir là-dedans, là, au travers de tous ces défis-là, positifs et négatifs, vraiment comme euh, plus loin qu'une quête de sens, mais trouver un sens à leur vie, puis que devenir mère ou devenir parent peut être le rôle le plus important pour quelqu'un, là. Hmm. Ouais. Écoute, j'ai même déjà entendu des femmes me dire, tu sais, moi, Maude, avant d'avoir des enfants, tu sais, avec mon image corporelle, c'était Mhm. super complexe, puis tout ça, mais la grossesse m'a vraiment amenée à apprécier mon corps. Puis, tu sais, comme par la suite, pour moi, c'est plus facile aussi de m'accepter comme je suis. Fait que, tu sais, il y a aussi des histoires qui vont dans ce sens-là, puis je trouve ça Ouais. important de leur donner une tribune aussi, sans, Mhm. sans l'idéaliser, sans dire Ouais, non c'est plus que ça. ça doit être ça qu'on vit, mais de Non. dire que toutes les avenues sont possibles. Oui. Il y en a pour qui le corps postpartum, c'est vraiment un enjeu. Puis, tu sais, on se cachera pas, la pression sur l'image corporelle, on en a beaucoup dans notre société. Mhm. Ça serait un autre sujet à Ce aborder. sera un autre épisode, ça Ce c'est sera un autre confirmé. épisode. Parce que je pourrais m'emporter. Mais, euh, mais oui, c'est possible qu'après d'avoir passé par le corps qui a fabriqué un enfant, qui a créé la vie, le corps qui a nourri un enfant, peut-être, que ce soit à une tétée, 2 jours ou 2 ans ou plus, ça se peut que ça donne tellement un sens autre au corps que ça améliore l'image corporelle, que la personne se sente bien, peu importe les vergetures, les livres de plus qui ont resté après la grossesse, ce qui est normal, soit dit en passant. Le corps qui change de forme aussi, euh, puis que tout ça ait moins de sens que ce que le corps a fabriqué. Fait que Mm. oui, ça peut avoir vraiment un impact positif, là. Puis je trouve que ça revient un petit peu à ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit, ben, tu sais, la matrescence est différente pour chaque personne, tu sais, parce qu'il y a Mhm. tellement de façons différentes de le vivre. Mais je trouve que ça revient un peu à ça. Tu sais, si vous nous écoutez, peu importe quel chemin vous êtes en train de prendre pour accueillir, en fait, ce qui se passe dans votre vie depuis que vous êtes parent, ben, ce processus-là, vous pouvez pas vous tromper. Tu sais, c'est le vôtre. Il est normal. Ce que vous ressentez, vous l'imaginez pas, là, c'est réel. Puis, il suffit peut-être justement là, de regarder, en fait, d'essayer de comprendre ce qui se passe pour justement mieux vous comprendre aussi à travers votre parentalité. Mhm. Puis, Maud, je me permettrais de faire probablement une parenthèse de quelque chose qu'on n'a pas parlé depuis le début. Tu sais, on dit qu'il y a beaucoup de vécu émotif, il y a tellement de changements, c'est normal de trouver ça difficile. Il y a des gens quand même qui vivent des histoires de naissance, des histoires d'accouchement, des violences obstétricales et gynécologiques, des traumas en lien avec la naissance. C'est quand même beaucoup plus fréquent que ce qu'on peut penser. Ces personnes-là peuvent avoir des impacts émotifs et psychologiques qui sont récurrents, envahissants, quotidiens, puis qui nuisent à leur équilibre, à leur sentiment de compétence et à leur capacité à prendre soin de leur enfant comme ils le voudraient, dans le fond. Il ou elle le voudrait. Puis ça, je pense qu'il faut le nommer que ça, c'est fréquent, mais il faut pas rester avec un vécu comme ça. Là, c'est important de demander de l'aide. Des traumas, même si c'est fréquent, malheureusement, c'est pas normal. Il faut Hmm. le nommer, demander de l'aide. Si les gens sentent qu'ils ont un envahissement de leurs émotions qui impacte leur routine, qui impacte leur quotidien, c'est important d'en parler. Ah oui, mais oui, ça c'est clair. Puis, tu sais, quand on parle de la matrescence, c'est sûr qu'on n'a pas nécessairement inclus ce C'est volet-là, ça, mais tu sais, exactement. puis si vous nous écoutez puis que vous vous associez pas, tu sais, à ce mot-là qui est trauma, mais que il y a peut-être quelque chose qui perdure dans le temps, là. Tu sais, un inconfort, ben,
tu sais, peu importe c'est quoi le mot qu'on met dessus, mais si vous Oui. avez un inconfort puis que vous sentez que ça pourrait être bénéfique pour vous d'aller consulter ou d'aller en parler avec une amie, d'aller parler avec un entourage, un organisme communautaire, peu importe ce que c'est, le moyen qui peut être choisi, puis ça peut être vraiment pertinent là, d'aller justement chercher de l'aide, là. Ou en parler avec un professionnel ou une professionnelle de la santé qui est formée, qui est informée là-dessus, Mhm. comme je crois la plupart des professionnels de la clinique, là. Mhm. Ben oui, absolument. Ben oui, je sais, je me permets de le dire quand même, là, mais c'est ça. Pas besoin d'avoir des mots puis d'avoir officiellement savoir qu'on a vécu quelque chose de difficile. Si vous avez des souvenirs ou des choses qui trottent dans la tête souvent ou des c'est ça, un envahissement émotif là, négatif qui est là au quotidien. Pleurer souvent, sans raison, par exemple, ben, je vous souhaite et je vous recommande, tu sais, d'essayer d'en parler autour de vous, puis de trouver quelqu'un à qui vous avez confiance pour en parler, là. En fait, puis tu sais, j'aimerais rajouter ça que, tu sais, des fois, on n'est pas obligé non plus d'être en crise, hein, tu sais, pour aller consulter. Moi, j'aime beaucoup les gens qui arrivent, parfois aussi en prévention, qui arrivent puis qui savent, ils ont entendu dire, disons, que c'était beaucoup de changements, c'était beaucoup d'adaptation, puis qui veulent être accompagnés dans ce processus-là. Mais c'est une démarche qui est tout à fait légitime. Mais justement, tu sais, on dirait que j'aimerais ça aussi que vous repartiez de l'épisode avec un petit exercice à faire si vous avez envie, justement, là, de réfléchir à ce qui se passe là, dans votre vie actuellement. Euh, et ça te va-tu, toi, Audrey? Ben Tu veux, oui, tu ben vas oui, t'enchérir? ben oui! On parlait beaucoup tantôt là, de la performance, hein, un peu associée à son nouveau rôle de Ouais. parent. Comment les gens aussi se mettent dans une urgence ou dans une envie de retrouver un fonctionnement qu'ils connaissaient, tu sais, avant de devenir parent. Moi, ce que j'aime beaucoup proposer aux gens dans cette période-là de la matrescence, c'est vraiment de prendre 2 feuilles de papier. Fait que si vous avez 2 feuilles avec vous ou vous le faites plus tard, ça vous en prend 2 ou une feuille que vous allez pouvoir utiliser recto verso. Oui. Puis dessus, en fait, on dessine un gros cercle pour illustrer en fait des pointes de tarte. Vous allez faire votre première tarte qui pourrait s'intituler Ma vie avant d'avoir des enfants. Ou si vous avez accueilli plusieurs enfants, vous pouvez aussi le refaire dans le fond avec plus le avant et le après. Mais l'exercice est quand même assez puissant quand on le fait avant d'avoir des enfants parce que ça nous donne vraiment un portrait de c'est quoi dans quoi on investit notre temps. Puis je vous demande d'être assez réaliste, c'est-à-dire qu'on a différents rôles, hein. On vous a parlé de ça tout à l'heure, bien, vous avez un rôle d'ami, vous avez un rôle de fille, vous avez un rôle de sœur peut-être, vous avez un rôle professionnel, mais vous avez aussi un rôle de femme, c'est-à-dire que vous avez du temps pour vous, vous avez peut-être aussi un rôle de conjointe. Fait que vous essayez d'établir tous les rôles que vous avez dans votre vie puis d'aller inscrire sur la pointe de tarte, grosso modo, à quoi ça ressemble le temps que vous investissez dans chacun de vos rôles. Puis, vous me voyez venir, évidemment, mais tu sais, souvent, la pointe de tarte, avant d'avoir des enfants, est assez répartie, pas nécessairement également, mais on peut se permettre d'aller mieux garnir une pointe de tarte parce qu'on en a bien envie. Fait que si j'ai envie d'avoir une vie professionnelle un peu plus importante, bien, probablement que je vais décider d'avoir cette pointe de tarte-là plus importante. Si au contraire, j'aime beaucoup investir dans des soirées avec des amis, bien, ça se peut que les loisirs, ma portion amis soit très grande. Mhm. Ce qui est chouette, c'est que quand on fait ça, puis qu'ensuite on fait la pointe de tarte après être devenu parent, la plupart des gens, ce qu'ils réalisent, c'est qu'ils me disent il là là, mon rôle de parent, là, je pense que ça prend au moins le trois quarts de ma Mhm. tarte. Souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est super, je dirais pas démesuré, mais c'est approprié. Parce que pour s'occuper d'un enfant, ça demande énormément d'énergie, d'investissement. Donc, dans la deuxième pointe de tarte, là, allez inscrire à quel point ça vous prend du temps, ça vous nécessite de l'énergie d'être Mhm. dans votre rôle de parent. Puis vous allez être surpris de voir que, tu sais, le reste de la pointe de tarte, là, bien là, maintenant, il faut comme aller mettre tous les autres rôles dedans. Ouais. Puis idéalement du sommeil puis une douche aussi. Tu sais, prendre Oui. soin de soi aussi. Oui, ça aussi, d'accord. Mais c'est intéressant parce que je le fais aussi des fois en ergothérapie, puis parce que, tu sais, je me permets de dire des fois, souvent les gens qui viennent me voir, ils veulent avoir des trucs pour être plus efficaces, pour rentrer plus de pointes de tarte. Mais la tarte, elle a quand même juste 24 heures. Que tu le sépares en heures, en minutes, en secondes, là,
on peut pas créer des pointes de tarte de plus. On peut pas l'agrandir, la tarte, là. Non, non, c'est clair. Mais tu sais, c'est un exercice puissant parce que c'est de réaliser que dans le fond, on peut pas exiger la même performance ou Mhm. exiger les mêmes attentes envers nous par rapport aux différentes sphères de notre vie parce que la réalité, le contexte a changé. Puis moi, je vous invite à faire cet exercice-là avec la personne qui est le coparent. Puis de venir un peu aussi comparer ces pointes de tarte-là pour ouvrir la discussion si jamais il y a des débalancements dans votre couple. Ou je vous encourage aussi, peut-être, même si vous n'êtes pas en couple, vous êtes séparés, vous pouvez le faire aussi, dans le sens que, tu sais, c'est un Oui. exercice qui est vraiment intéressant à partager. Vous pouvez le faire avec des amis pour vous amuser, tu sais, de voir, attends, ça ressemble à quoi, toi, puis ça ressemble à quoi, moi? Eh, mon Dieu, dans le fond, ce qu'on vit, c'est peut-être pas mal la même affaire, tu sais. Mhm. Euh, Fait que c'est comme pour ouvrir la discussion. Ouais. Puis tu sais, je suggère un bonus, un ajout à ton exercice facultatif, là. Mon ajout est facultatif. Si vous avez une troisième feuille ou une deuxième avec un recto, peu importe, là, vous pouvez aussi peut-être faire un cercle, puis parce que souvent les gens se sentent pas bien dans l'équilibre qu'ils ont en ce moment. La routine en ce moment leur convient pas. Essayez de faire la pointe de tarte de votre idéal. Puis des fois, c'est difficile à jongler parce que je voudrais être plus au travail, mais je voudrais aussi être plus parent. Je suis pas prête à couper sur mon sommeil. Je suis pas prête à couper sur... Puis je conseille pas de couper sur votre sommeil, là. Je suis pas prête à couper sur mes loisirs. Les loisirs aussi sont importants pour moi, le temps de couple. Puis là, je trouve que ça amène aussi un peu de douceur de dire, OK, je me sens en déséquilibre, là, mais c'est normal. Il y a pas de coup de baguette magique en ce moment. Fait que ça amène souvent les gens que j'accompagne, on passe par redéfinir tu sais, sur questionner un peu c'est sur quoi mes valeurs, c'est quoi qui est important, c'est quoi mes choses, mes briques importantes dans mon horaire ou dans mes routines, sur quoi je veux pas toucher, puis qu'après ça on peut commencer à voir qu'est-ce qu'on est prêt à faire différemment, puis à laisser tomber, qu'est-ce qu'on veut réintégrer parce qu'on n'y arrive pas, puis comment on peut faire, tu sais, on peut pas leur rajouter une 25e pointe de tarte. Ça se fait pas. Mais si Fait on que en c'est ça. rajoute une, ça veut dire que les autres doivent diminuer, tu Oui, sais. c'est ça, c'est ça. Je peux pas en avoir 25, 26, 27. Il y en a pas plus de temps dans ma journée. C'est ça. Fait que faut le voir différemment. Exact. Puis, tu sais, sûrement que votre pointe de tarte serait différente si votre enfant, par exemple, a 3 mois versus 5 ans, tu sais. Puis, tu sais, c'est un exercice que vous pouvez refaire annuellement, peut-être au 1er janvier, là, les bonnes résolutions. Petite mise à jour. Ben c'est ça, comme on a dit, il y a beaucoup d'étapes dans la matrescence qui peuvent amener des déséquilibres, un sentiment de se sentir débalancé, là. Fait qu'à chaque fois que ce sentiment-là revient, on peut refaire l'exercice, là. Ça peut être pertinent de le refaire à chaque fois avec notre coparent ou avec une autre personne signifiante autour de nous, là. Ou seul, si ça fait du sens pour vous. Fait que c'est ça, ça peut être fait à chaque sentiment de débalancement, ce qui peut arriver quand même fréquemment parfois. Hey, merci Audrey d'avoir été avec nous. Je pense qu'en tout cas, j'ai bien hâte de savoir si les gens vous faites l'exercice. Donnez-nous vos commentaires. Je serais vraiment curieuse de voir si ça vous a permis justement d'amener la réflexion plus loin. Mais merci Audrey d'avoir été Ben, avec ça nous. fait plaisir, ça fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Ben écoute, c'est un plaisir partagé. Donc, tout le monde, merci beaucoup d'avoir été là pour justement cet épisode-là qui parlait de la matrescence. Je vous invite à venir nous écrire si vous voulez nous partager en fait comment vous avez vécu la matrescence ou si vous voulez aussi laisser un commentaire sur l'épisode. On est super contente quand vous le faites. On est super contente aussi d'échanger avec vous. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et je vous invite aussi à venir nous rejoindre sur nos différentes plateformes de réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait. Donc, sur Instagram, on est très actifs, je dirais. Donc, Clinique Matrescence sur Instagram, Facebook également. On a une page TikTok qui mérite peut-être un petit peu d'amour, mais qui est là. Mais sinon, toujours en tout temps, vous pouvez nous rejoindre là, au www.cliniquematrescence.ca et nous écrire aussi à l'adresse info@cliniquematrescence.ca et je vous répondrai avec plaisir. Donc, bonne semaine et on se revoit tout prochainement pour un autre épisode.